Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de novembre et de décembre 2021. Bonjour, donc nous nous retrouvons pour le bilan de novembre et décembre parce qu'en fait en décembre je vous ai pas fait de bilan lecture du mois de novembre parce qu'en fait au mois de novembre j'ai lu très peu de livres, j'ai lu que 2 livres. Et j'ai eu un peu la flemme de faire la vidéo lecture début décembre pour 2 livres lus en novembre. Et je voulais faire une autre vidéo en décembre. Voilà, j'ai eu une flemme assez phénoménale et après il y a eu les fêtes. Et début janvier, c'est pareil. Je voulais vous faire une petite vidéo de début d'année. J'ai pas eu le temps, enfin j'ai pas pris le temps et j'ai changé de poste. En fait, je suis passée de nuit. Donc, du coup, je voulais trouver mon rythme avant de refaire les choses que j'avais prévues. Donc là, je vous fais enfin le bilan lecture, le dernier bilan lecture, et j'espère voilà, reprendre un rythme normal et vous proposer de nouveau des vidéos régulièrement. Dans ce bilan lecture, je vais vous présenter Complot de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. Le Testament d'Ariane de Françoise Bourdin aux éditions France Loisirs. Vous reprendrez bien un peu de Magie pour Noël de Karen Ponte aux éditions Fleuve. Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain aux éditions Charleston. Les 4 d'Agatha Christie aux éditions du Masque. Et je vous parlerai également de L'Ange de Marchmont Hall de Lucinda Riley que j'ai lu sur ma liseuse mais que je n'ai plus. Donc si j'arrive à vous intégrer une image ici, je vous le ferai. Je ne sais pas comment on fait, donc si j'y arrive, je vous le fais. Sinon, je vous parlerai comme ça, mais du coup, ça va pas être super passionnant si vous n'avez pas l'image. Complot de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. Donc c'est le 2e tome d'une trilogie, la trilogie du Cri, donc écrit par Nicolas Beuglet. C'était très très bien, c'était une très bonne lecture. C'est un thriller polar. On retrouve nos deux héros du premier tome. Donc Sarah Geringen, enquêtrice, et Christopher Clarence, journaliste. Sarah est appelée sur une affaire de la plus haute importance un matin. C'était pas prévu, voilà. Donc elle part comme ça un peu au dernier moment, en laissant donc Christopher et Simon. Simon, c'est le fils de Christopher. Elle est appelée en fait sur le meurtre de la première ministre norvégienne qui s'est produit donc sur une toute petite île. Ouais, presque inconnue, voilà, où elle se réfugiait et donc c'était une île privée où elle allait se réfugier quand elle avait besoin. Donc elle a été assassinée de façon très très étrange et on appelle Sarah pour résoudre le meurtre, trouver le meurtrier, savoir ce qui s'est passé. Et donc ça nous emmène sur une enquête assez spécial puisqu'en fait il s'agit d'une histoire assez folle et qui concernerait en fait le monde entier et voilà, il y a des révélations qui allaient se faire. Il est assez gros, c'est un 2e tome de trilogie, il fait plus de 500 pages, mais je l'ai lu assez facilement, c'est très prenant, c'est très addictif. Voilà, les pages se tournent toutes seules, on veut savoir la fin, les révélations viennent petit à petit, mais quand on arrive en fait aux 2 tiers, 3 quarts, en fait, voilà, on lit le dernier tiers, le dernier quart tout seul, puisqu'en fait c'est là où on a le plus gros des révélations et c'est tellement incroyable, tellement gros, d'une ampleur en fait internationale qu'on se dit mais non, c'est pas possible. Et voilà, et on arrive à la fin en fait sans s'en rendre compte. C'est un complot international et c'était très intéressant. Après, j'ai préféré quand même l'enquête du premier. Mais c'est le même style, hein, c'est très addictif, très prenant et nos personnages, voilà,
nos personnages sont très résistants, hein, c'est quand même des super-héros. Mais bon, ça fait partie du truc et c'est comme les films d'aventure en fait. Dans les films d'aventure, bah, le héros, je veux dire, il tombe de la falaise, mais non, non, c'est bon, tout va bien, il n'est pas mort. Il a une jambe cassée, mais c'est pas grave, il va marcher 10 km, pas de souci. Donc là, c'est un peu ça. Mais voilà, j'ai envie de dire, ça fait partie de l'histoire et je pense que c'est. Donc du coup, il y a des scènes où tu te dis, bon, c'est un peu gros quand même. Je veux dire, elle se casse la jambe, mais non, c'est pas grave, elle marche 10 km, puis pas de souci. Euh, donc il y a des scènes quand même, tu te dis, ouais, ouais, d'accord. Mais du coup, ça fait partie de l'histoire et ça passe crème. Donc, à l'heure où j'enregistre, en fait, j'ai lu le troisième. Je viens de finir le troisième tome, donc la fin de la trilogie. Je vous en parlerai du coup le mois prochain. Donc je vous parle du Testament d'Ariane de Françoise Bourdin. Donc ça c'est les éditions France Loisirs. Je l'ai trouvé par hasard dans une bibliothèque en fait du boulot. Et je me suis mis à le lire et à rentrer dans l'histoire tout de suite. Donc ici nous allons suivre Anne. Anne, une jeune femme mariée avec un enfant. Je ne sais plus si elle a un ou deux enfants. Je crois que c'est un petit garçon. Euh, donc qui hérite de la maison et de l'argent de sa tante. Donc elle a des frères et sœurs, elle a ses parents, donc son père en fait était le frère de Ariane, donc le testament d'Ariane c'est pour ça. Euh, et en fait elle en hérite seule, elle est la seule héritière. Donc ses frères et sœurs, ses parents n'ont rien, c'est elle qui hérite de tout. Et Anne, en fait, c'était la seule que sa tante estimait. C'était la seule qui venait la voir et qui ne la prenait pas pour une folle. Euh, et donc c'est pour ça que Anne hérite de la totalité des biens et de l'argent d'Ariane. Donc forcément, voilà, ça crée des jalousies, ça crée des situations un peu compliquées. Anne a du mal à gérer un peu tout ça, hein, a du mal à gérer son héritage et en fait a du mal à savoir ce qu'elle veut vraiment. Puisqu'en fait la maison c'est une vieille bastide, tout est à refaire, c'est vieux, c'est délabré, voilà, tout est à refaire, mais Anne elle y est attachée à cette maison, elle y est attachée et elle n'est pas sûre de vouloir la vendre. Elle aimerait bien finalement la garder, peut-être faire une sorte de maison d'hôte, tout ça. Donc on va suivre en fait les états d'âme d'Anne et voir comment elle gère l'héritage, ce qu'elle veut faire et voilà. Suivre cette histoire-là. Il y a une suite au Testament d'Ariane qui s'appelle Dans les pas d'Ariane, que je n'ai pas, mais que je lirai sans doute, puisqu'en fait j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'était assez sympathique, assez charmant. Là, on va se retrouver, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, dans le sud de la France. Je sais plus, je vous dis peut-être une bêtise parce que je l'ai lu au mois de novembre, donc je sais plus dans quelle région de France on se retrouve, je me rappelle plus. Mais je me souviens que j'ai trouvé en fait l'ambiance assez sympathique, assez charmante, et je trouve on se plonge bien dans le décor de l'histoire, dans ces forêts. La Bastide se trouve à côté de la mer. Euh, voilà, enfin on s'y sent bien. Françoise Bourdin, moi j'aime beaucoup, c'est une écriture très fluide, c'est des histoires assez simples, alors simples dans le sens assez fluide. Voilà, on va pas aller chercher la petite bête pour rajouter un événement. Voilà, ça coule de source. C'est assez linéaire, il n'y a pas grand-chose qui dépasse et l'écriture de Françoise Bourdin, moi j'aime beaucoup. Donc elle en a écrit énormément, Françoise Bourdin. Donc je pense pas tous les lire, mais quand je tombe sur un Françoise Bourdin,
je le lis et ça me va bien. J'aime bien. C'est toujours des lectures très sympathiques. Donc celui-là, je lirai la suite. Je l'ai pas, mais si je le trouve, si je trouve la suite à l'occasion, je le lirai sans souci. Et je serai contente de retrouver les personnages. Anne, son mari, c'est mon frère, sa sœur, voilà ses parents, le chien. Je serai très contente de retrouver tous ces personnages et je sais que je passerai un bon moment sans problème. Donc ça, c'était en fait les 2 livres que j'ai mis au mois de novembre. Donc vous voyez, ça fait pas beaucoup quoi. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre? Pas grand chose, mais au mois de novembre, en fait c'est le mois de l'année que je déteste le plus. On a changé d'heure, les jours sont courts, il fait nuit à 4 heures. J'ai pas, enfin, voilà, le moral est pas là. C'est la Toussaint, c'est le froid. Je déteste ce mois de l'année et du coup, vous voyez, forcément, là, j'avais pas envie de lire, j'avais la flemme. Ouais, je déteste ce mois et du coup, donc j'ai lu que 2 livres. Donc on arrive au mois de décembre et en décembre, je suis pas d'habitude très romance de Noël. Et cette année, il y avait en fait, il y avait quelques livres qui me faisaient quand même bien envie. Donc notamment, donc vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël de Karen Ponte aux éditions Fleuve. Donc celui-là, c'est le dernier, enfin en décembre c'était le dernier de l'auteur puisqu'elle en a écrit un autre là qui doit sortir, je sais pas au printemps peut-être. Et Karen Ponte, en fait tous les ans, elle écrit sa romance de Noël. Donc c'est la première romance de Noël de cette autrice que je lis. Et ben j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, ce n'est pas qu'une romance de Noël, même je dirais pas du tout. C'est une histoire d'amitié, de résilience, euh, en fait, on va suivre deux femmes. Donc une jeune femme, je sais plus son prénom, Victoria. Victoria, 35 ans, qui dirige une agence de pub, célibataire sans enfant. Elle ne vit que pour son travail. Donc elle court toujours à 300 à l'heure, elle a le temps pour rien. Voilà, son père l'a élevée comme ça, donc ses parents en fait c'est pareil, ils sont très carrés. Il faut qu'elle soit la meilleure en tout, etc. Et on va suivre d'un autre côté Dakota. Donc Dakota qui, elle, en fait, a perdu ses parents dans un accident de voiture très jeune et a été élevée par ses grands-parents. Donc là, quand on la rencontre, elle vit avec sa grand-mère et elle s'occupe de sa grand-mère. Et elle travaille de nuit, en fait, dans une station de radio et elle fait... et elle est animatrice pour les gens un peu seuls qui appellent pour trouver un peu de réconfort, tout ça. Donc elle aime bien son boulot et elle s'occupe beaucoup des autres, mais pas beaucoup d'elle en fait. Et donc ces deux jeunes femmes vont se rencontrer puisqu'en fait Victoria euh, va devoir faire une bonne action pour sauver sa vie. Et en fait, elle se souvient qu'à l'école, elle avait dans sa classe une certaine Dakota. Voilà, elle l'embêtait. Voilà, c'était un peu sa victime. Et du coup, elle a l'idée de se racheter auprès de cette camarade, de cette ancienne camarade de classe. Donc la rencontre se fait et évidemment, voilà, Victoria, en fréquentant Dakota, va changer un peu son fusil d'épaule et changer de rythme de vie et s'apercevoir qu'en fait, tout miser sur sa carrière et rien d'autre, bah, c'est pas la vie et puis c'est ce qu'elle a toujours appris, c'est ce que son père a toujours voulu pour elle, mais voilà, donc elle s'aperçoit petit à petit qu'en fait, il n'y a pas que ça dans la vie et voilà, elle devient un peu altruiste et puis voilà, et puis comme c'est une romance de Noël, c'est pas un spoil, hein,
tout est bien qui finit bien. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire, puisque voilà, ce n'est pas qu'une romance de Noël. Et j'ai bien aimé voilà l'histoire, l'idée de se racheter auprès voilà de quelqu'un qu'on a blessé. Euh, Tout le processus, puis les personnages, j'ai bien aimé les personnages, ils sont assez attachants. La grand-mère de Dakota est adorable. Victoria, voilà, même si voilà au début c'est une peste, tous pour sa carrière, voilà, ses associés, ses employés, il faut qu'ils soient là à telle heure, et puis il faut qu'ils soient d'une efficacité redoutable. Ils n'ont pas le droit d'avoir de vie de famille, il ne faut pas qu'ils posent des congés, enfin, assez tyrannique dans son boulot. Et ben petit à petit, on s'y attache quand même à Victoria. On s'y attache petit à petit. Dakota, on s'y attache très facilement. Et puis voilà, c'est tout mignon, ça se lit très bien. C'est assez rigolo. Euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc celui-là, si vous voulez le lire, je vous le conseille sans problème pour Noël prochain. Voilà, ou avant, après, il y a des gens qui lisent des histoires de Noël et des romances de Noël à d'autres périodes que Noël. Moi, je trouve ça bizarre, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Euh, donc celui-là, voilà, si vous voulez une romance de Noël, enfin, une histoire de Noël qui n'est pas une romance, celui-là est parfait. Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain aux éditions Charleston. Donc du coup, dans la foulée du Karen Ponte, je me suis dit, je vais en lire une deuxième, puisque celle-là m'a beaucoup plu. Alors pour le coup, dans celui-ci, c'est une romance de Noël. C'est une romance de Noël, en fait, exactement comme les téléfilms de Noël à la télé. Les téléfilms de Noël, moi j'adore ça. Euh, je le fais pas, mais si je voulais, je me ferais une journée téléfilm de Noël avec dans mon canapé avec un plaid et une bonne tasse de chocolat chaud avec des marshmallows. Voilà, une petite journée comme ça. Ça me dérangerait pas du tout personnellement, mais bon, je le fais pas. À pleurer comme une madeleine à la fin, parce que sur les téléfilms de Noël, on pleure toujours, c'est pas grave, tout va bien, ils sont ensemble, mais on pleure quand même comme une madeleine, et toutes les larmes de son corps. Enfin, moi, ce serait que de moi, je me ferais des journées téléfilms de Noël en période de Noël, hein. Bref, donc celui-ci, c'est tout à fait une romance de Noël, comme on aime, comme les téléfilms de Noël. Et pour le coup, moi qui suis pas trop romance de Noël dans les bouquins, et ben celui-ci, j'ai également adoré. Et pourtant, on a tous les clichés de la romance de Noël. Et je sais pas, j'ai adoré. Est-ce que cette année, effectivement, voilà, il me fallait des romances de Noël, j'avais besoin de romances de Noël, je ne sais pas. On va se retrouver avec Agathe. Agathe, en fait, qui est responsable euh, de la décoration de Noël dans un grand magasin comme les grandes galeries. Donc ici, c'est les galeries Hartmann. Et tous les ans, voilà, elle s'occupe de la déco de Noël, spécialement au rayon des enfants. Donc voilà, avec le chalet, le Père Noël, les cadeaux pour les enfants. Et donc cette année encore, elle a fait un travail de malade, c'est magnifique. Voilà, on est plongé dans l'ambiance de Noël dans un grand magasin. On s'y croit totalement. L'autrice, voilà, nous plonge dans cet univers et alors on y est, mais puis on n'a pas envie d'en partir. Et donc, Agathe a fait un travail de malade comme tous les ans. Sauf que cette année, en fait, Monsieur Hartmann, donc le directeur des galeries, est décédé quelques mois avant, et c'est son fils qui reprend les rênes. Et son fils est un gros connard qui pense pas aux autres. Lui, c'est pareil, alors, il n'était pas du tout parti pour reprendre en fait les rênes des galeries. Il n'a pas eu le choix. Il n'a pas eu le choix. C'était dans le testament de son père. Euh, vu la façon dont il a été élevé, il accepte. Il n'y a pas de souci. C'est un très bon, comment on va dire, un très bon bosseur. Il arrive.
il arrive tout ce qu'il entreprend professionnellement. Et là, en fait, il demande à Agathe, 3 jours avant le commencement le lancement en fait des festivités de Noël aux Galeries Hartmann, de rechanger totalement la déco. La déco est trop vieillotte, il veut plus moderne. Et puis en plus, le chiffre d'affaires des Galeries Hartmann est en train de baisser. Et lui pense qu'il faut tout miser en fait sur une nouvelle déco de Noël pour faire revenir les gens et pour que le chiffre d'affaires des galeries remonte. Donc Agathe qui a bossé comme une malade pour faire cette déco, on lui dit qu'il faut tout changer en une journée, il faut revoir totalement la déco des galeries. Voilà, ça, elle n'est pas d'accord, voilà, il se rend pas compte qu'elle a bossé comme une malade, elle avait des congés à poser, voilà, elle pourra pas les poser. En plus, elle a une petite fille à s'occuper, enfin voilà. Donc la rencontre entre les deux se passe assez mal. Les deux caractères ne fonctionnent pas ensemble. Malgré tout, Agathe du coup est l'employé et Alexandre le patron, donc elle n'a pas le choix. Tout bon an mal an, elle y arrive. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des rencontres entre les deux personnages, vous vous doutez bien qu'ils vont finir quand même par s'entendre et comme c'est une romance de Noël, je ne spoile pas, tout est bien qui finit bien. J'ai adoré, j'ai aimé les personnages. Tout est cliché, mais en fait, on s'attend pas à autre chose, quoi. On s'attend aux clichés, on s'attend à la romance, aux différentes situations. Il y a quelques situations assez rigolotes. Voilà, les personnages sont bien et on apprend aussi. Agathe s'occupe d'une petite fille donc qui n'est pas la sienne. On apprend pourquoi. Et voilà, on a un petit thème de la maladie psychiatrique abordé. Qui en fait n'est pas abordé de façon approfondie, mais suffisamment pour qu'en fait j'ai apprécié le fait qu'on intègre cette thématique-là dans une romance de Noël. Euh, voilà, j'ai beaucoup aimé, tout simplement. Les 4 d'Agatha Christie aux éditions du Masque, donc ça c'est une enquête d'Hercule Poirot. Euh, les 4, alors j'ai pas, enfin j'ai moins accroché puisqu'en fait on est parti sur les 4. En fait c'est une organisation de quatre hommes et femmes qui veulent diriger le monde en fait. Et Hercule Poirot en fait il faut qu'il arrive à démasquer les 4, chacun des 4 pour pouvoir les arrêter et sauver le monde en gros. Euh, donc si vous voulez, ça a une dimension assez internationale puisqu'il y en a un, je crois qu'il est de nationalité chinoise, la femme, je crois qu'elle est française, il y en a un autre, ça doit être un américain, enfin bon, il y a plusieurs nationalités et c'est pas un meurtre dans un manoir et Hercule Poirot va démasquer le meurtrier parmi les personnes qui habitent le manoir, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est quand même une enquête d'Hercule Poirot et Hercule Poirot, effectivement, comme à son habitude, va utiliser ses petites cellules grises, comme il dit, et voilà, euh, va trouver la solution et, et voilà, mène son enquête en fait comme il mène toutes ses enquêtes. Euh, Là, j'ai trouvé ça assez long, puisqu'en fait, il y a 4 personnages à démasquer déjà. J'ai trouvé ça assez long, j'ai trouvé ça assez ennuyeux, j'ai trouvé ça pas passionnant. C'est pas une enquête d'Hercule Poirot comme je les aime. Euh, En plus là, voilà, il se met dans des situations assez dangereuses, alors que dans les autres, ces enquêtes classiques, en fait, si vous voulez, oui, des fois, le meurtrier va essayer de l'assommer ou voilà, mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Moi, j'ai bien aimé. Mon préféré pour l'instant, c'est le premier, donc La mystérieuse affaire de Styles,
où, voilà, où il se trouve dans une maison, il y a le meurtre d'un tel, il va enquêter parmi la famille de ce monsieur et le personnel de maison qu'il avait. Et puis voilà, c'est un peu comme un huis clos et ça me va très bien. Et les enquêtes d'Hercule Poirot, je les aime comme ça, quand ça se passe un peu en huis clos et que le meurtrier est parmi la famille ou l'entourage très proche du défunt. Donc celui-là, je l'ai lu, ça m'a pas passionné. Voilà, j'ai pas grand-chose à en dire de plus. Et donc j'ai lu également L'Ange de Marchmont Hall. Donc j'essaye de vous le mettre ici, mais comme je ne maîtrise pas encore très bien mon logiciel de montage et et qui était très simple, c'est le Movavi, donc c'est sur PC, c'est le plus simple, enfin qui me va très bien puisque moi c'est pas mon boulot hein, principal. Donc ce logiciel de montage très simple, pas compliqué, voilà me va très bien. Mais il y a des choses que je ne sais pas faire, notamment donc intégrer une image. Donc il faut que je cherche, hein, ça doit être possible, il faut que je cherche. Et si vous avez la solution pour mettre les titres quand je présente un livre par exemple, pour que vous puissiez lire en fait les titres à l'endroit. Parce que là, en fait, vous voyez, vous arrivez à lire, mais c'est pas dans le bon sens, quoi. Alors ça, je sais pas si c'est au niveau du logiciel de montage ou pas. Je pense que c'est surtout en fait au niveau du téléphone avec lequel je filme, mon téléphone portable. Je pense qu'il faut que je regarde si quand je filme sur le téléphone, il faut pas que je mette, que je trouve dans les paramètres ou enfin, ça doit pouvoir se faire soit dans les paramètres, soit en ajoutant un petit quelque chose, de mettre les titres des livres à l'endroit pour que ce soit plus confortable pour vous. Donc, L'Ange de Marchmont Hall, c'est écrit par Lucinda Riley. Lucinda Riley, vous connaissez, c'est celle qui a écrit la saga des Sept Sœurs. On en entend énormément parler. Moi, la saga des Sept Sœurs, ça me fait pas envie plus que ça. C'est des grandes sagas familiales. C'est pas trop mon truc. C'est pas trop mon truc. Euh, Là, dans L'Ange de Marchmont Hall, en fait, c'est un peu la même chose. C'est un peu, voilà, on va suivre la grand-mère, la mère, la fille, la petite fille. Et en fait, j'ai trouvé ça long. J'ai trouvé ça long parce que voilà, on va parler de plusieurs générations et je pense qu'en fait, c'est pas ce que je préfère en fait dans la littérature. Donc tout ce qui est saga familiale, pareil comme La Villa aux étoffes, je pense que ça me plaira pas. En fait, pourquoi j'ai lu ce bouquin, c'est parce que je suis tombée sur une lecture commune sur Instagram sur ce livre-là et que voilà et que ça faisait très hiver, très Noël, très voilà, c'était une lecture qui me disait bien à cette période de l'année. Malgré tout, même si c'est pas mon genre de lecture, que les sagas familiales en fait m'ennuient quand même. J'ai malgré tout aimé cette lecture. Je n'ai pas détesté cette lecture. J'ai trouvé ça long, mais finalement, j'ai trouvé que ça se lisait quand même pas mal, pas si mal. Et effectivement, on va suivre plusieurs générations, mais, mais à part la petite fille qu'on suit moins, on va suivre en fait l'histoire de la grand-mère qui va accoucher donc d'une fille et d'un garçon. Bon, ça c'est de jumeaux en fait, où seule la fille va survivre. Donc on a l'histoire de la grand-mère, voilà, assez bien racontée, assez bien détaillée. On sait pourquoi voilà, elle l'a eu si jeune. Voilà ce qui s'est passé avec le père. Et ensuite on va suivre donc la fille, donc Cheska. Et Cheska, voilà, on va la suivre pareil de son enfance jusqu'à sa vie adulte. Et pareil, de façon assez approfondie. Donc on va suivre son enfance, sa vie adulte, sa vie quand elle, à son tour, va avoir une fille. Donc pareil, on va savoir pourquoi elle est aussi jeune, comment ça s'est passé avec le père, tout ça. Et on va suivre donc la petite fille. La petite fille, on la suit un peu moins longtemps puisqu'elle arrive, elle arrive
plutôt au dernier tiers en fait. Donc, et pareil, elle, on va la suivre pareil dans son enfance et à sa vie adulte. Euh, et j'ai aimé en fait chacune des histoires, mais le fait qu'en fait ce soit tout dans le même livre, et ben j'ai trouvé ça long et un peu ennuyant. Mais ça aurait été ça aurait été séparé, ça aurait pas été non plus. On m'aurait raconté l'histoire de Greta, donc la grand-mère, dans un livre, l'histoire de Greta, et ben ça aurait manqué quelque chose. On m'aurait raconté dans un livre l'histoire de Cheska, et ben ça m'aurait manqué des éléments sur sa mère, et puis ça m'aurait manqué après quand elle aurait accouché une histoire sur sa fille. Idem pour la petite fille. Donc en fait, j'ai aimé ma lecture, c'était assez fluide, mais c'était trop long. Et, euh, et par moments, même si chaque histoire est intéressante est intéressante, voilà. Ou alors il aurait fallu que je sépare ma lecture en trois. Enfin bon. Voilà, ça m'a pas passionné. Les sagas familiales, je pense que c'est pas trop mon truc. Malgré tout, j'ai quand même aimé la lecture, puisque j'ai trouvé chaque histoire intéressante et que finalement ça se lisait pas si mal, hein. L'écriture est fluide, pas compliquée. Les chapitres sont ni courts ni longs. Voilà. Donc, si Lucinda Riley, Les Sept Sœurs, moi je lirai pas la saga. Par contre, voilà, vous en entendez parler en travers, en long, en large, en travers, oui. Euh, et donc, L'Ange de Marchmont Hall, écrit par Lucinda Riley, si vous avez l'occasion de le lire, lisez-le, hein, si vous aimez ce genre de bouquin et si vous aimez Lucinda Riley, vous ne serez de toute façon pas déçus. Et elle en a écrit en fait pas mal d'autres. Elle a écrit beaucoup d'autres romans, euh, d'autres sagas sûrement. Voilà, donc si vous aimez Lucinda Riley, si vous avez aimé Les Sept Sœurs, si vous aimez les sagas familiales, allez-y, il n'y a pas de souci, vous aimerez. Cette vidéo est à présent terminée, donc elle était un peu longue, j'en suis désolée, mais nous avons donc 2 bilans lecture en un. Après voilà, novembre j'ai lu que 2 livres, hein, donc finalement elle n'est pas super plus longue que d'habitude. Dites-moi vous ce que vous avez lu cette fin d'année, surtout pour les fêtes de Noël. Est-ce que vous lisez des romances de Noël? Est-ce que Noël, pas du tout, vous lisez euh, pas spécialement de romances de Noël et est-ce que vous avez des périodes en fait, par exemple l'été, vous lisez des romans de voyage ou de vacances qui se passent à la plage, à la mer? Est-ce que vous avez voilà des lectures privilégiées pour certaines saisons ou certains moments de l'année? Voilà, ça m'intéresse. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'avais envie de faire mon bilan 2021 et mes résolutions livresques ou mes objectifs par rapport à la lecture de 2022. J'espère vraiment vous la faire maintenant, vu la flemme que j'ai eu au mois de décembre pour faire le bilan, je vous promets rien. Mais comme j'ai dans mes objectifs de refaire, voilà, enfin, objectif de refaire, si vous voulez, là, il y a juste en décembre en fait où j'ai eu la flemme. Sinon, je vous ai proposé mes bilans lecture, somme toute, au début de mois, à chaque fois. Donc là, voilà, j'espère en fait reprendre un rythme régulier sur ma chaîne et voilà, et essayer de vous proposer 2 vidéos par mois quand l'envie m'en prend et selon ce que j'ai à vous raconter. Je vous souhaite donc à tous et à tous une bonne journée, bonne soirée, voilà, selon à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous souhaite évidemment une très bonne année 2022, que ce soit la santé surtout, les amours, le boulot, etc. Et je vous souhaite surtout de très bonnes lectures. Salut!